Dès que la nuit est noire, les cris des colonies de singes hurleurs résonnent depuis les forêts de la montagne de Caux, située à quelques kilomètres. Ces bruits angoissants ne sont pas faits pour rassurer Daniel et son équipe qui vivent leur première nuit sur la mare. Les caïmans ne peuvent se compter de manière fiable que la nuit. Dans l'obscurité, les pupilles de leurs yeux sont totalement dilatées et les torches électriques éclairent les rétines, qui renvoient 2 points rouges dus à la couleur du sang qui irrigue le fond d'œil. On peut donc apprécier la taille des animaux en fonction de l'écartement des points rouges. Bon, de toute façon, on a la taille. 200. On continue, Émeric, on va là-bas sur les 2 points rouges. Attends, on vient d'où là? Là-bas, ceux-là on les a pas fait. Nous on a fait ceux-là, donc on arrive de là. On arrive derrière là. Oui, enfin de là on est arrivé. De là, on a fait ça, on est revenu là, donc maintenant on va là-bas. Dès cette première nuit, c'est une évidence. Cette mare offre aux caïmans noirs un habitat totalement protégé. Benoît et son équipe en comptent jusqu'à une centaine, dont de très gros individus estimés à plus de 5 mètres. Pour Daniel, c'est une découverte qu'il n'osait plus espérer. Benoît ne l'imaginait même pas, persuadé de ne voir dans cette mare au cœur du marais que quelques individus de petite taille, comme les rares caïmans encore présents sur la rivière de Caux. Malgré ses doutes, Daniel avait donc raison. Son pari est gagné. Cette découverte majeure propulse de fait cette mare et donc l'ensemble du marais comme l'un des derniers sanctuaires des caïmans noirs. Donc là, tu repars refaire à nouveau des prélèvements, c'est autre que les comptages de tout à l'heure, là? Ouais. Là, donc on a fait la partie comptage et donc maintenant, on va essayer de capturer 10-15 individus pour marquer les animaux et on en profite donc pour récupérer les écailles qu'on va couper pour le marquage. Bon, pour l'instant, il pleut plus. Là. Le ciel est étoilé. On essaye de prendre les 3 qui sont là-bas à gauche. Ouais. Bon bah écoute, on y va, hein, 70, 80, 100. Peut-être. Trop tard. On va tout faire à la fois. Le problème c'est que je l'ai chopé trop bas là. Ah ouais. Ah ouais, tu l'as carrément sous le ventre là. Tu le sens ou pas là? Émeric, tu le sens ou pas? C'est bon, je le détache? Hein? Non, attends, il l'a que d'une main là. Lâche-le, voilà, mort la pagaie, ça va toucher. Ça c'est le caïman noir, donc on reconnaît notamment avec la barre osseuse qu'il a entre les 2 yeux, donc qui est commune avec le caïman à lunettes. Et par contre, bon, après on fait la différence au niveau coloration, c'est vrai que celui-là, bon, le ventre blanc, donc le dos noir, la queue noire avec les zébrures blanches, donc on voit bien les contrastes. Donc là on va faire le prélèvement d'écailles. Benoît prélève une écaille sur la queue de chaque caïman capturé et une goutte de sang qui seront analysées en laboratoire. Les résultats lui permettront de pouvoir estimer la variabilité génétique et donc de connaître le degré de consanguinité de cette population. Tu le remets à plat là, que je vois s'il y a du sang qui vient. Il espère aussi vérifier l'existence de déplacements d'individus entre la mare, la rivière de Caux et peut-être d'autres parties du marais. Il pourra également avoir une idée du nombre total de caïmans, estimé pour l'instant à environ 2000 individus. Attention, il se charge. Là, il est venu un peu sur nous. Ouais. T'as vu ça? Vous avez entendu? Il nous a chargé. Lâche. Vite. C'est tous ces enfants, ouais. On va les prélever plus loin là-bas. Du coup, l'ambiance dans le groupe est nettement plus tendue. Personne ne s'attendait à une attaque de la part des caïmans. C'est une première également pour Benoît, qui a pourtant l'habitude de ce genre d'expédition. Il va falloir être nettement plus prudent et il n'est plus du tout question d'aller dans l'eau. Ça fait des souvenirs, hein? T'adores là-dedans?
avez raté des choses. Hein. On n'y retourne pas. Hein. La découverte de cette extraordinaire concentration de caïmans noirs place Daniel devant une énigme. Que mangent ces caïmans? Comment peuvent-ils être aussi nombreux alors que la logique et les premières observations conduisent à considérer cette mare comme un milieu très pauvre? Le marais offre apparemment peu de grosses proies. Aucun poisson n'est visible à l'œil nu et l'eau très noire et recouverte de végétation flottante limite la pénétration de la lumière dans l'eau et donc la productivité du milieu aquatique. Les quelques oiseaux présents sur cette zone se jouent de la lenteur des reptiles. Certes, la dépense énergétique d'un caïman est faible. Il se contente d'un ondoiement de queue toutes les heures et passe son temps à flotter entre deux eaux. Mais quand même. Vers 2 heures du matin, Benoît surprend un comportement étrange. Prudemment, il réussit à photographier un petit caïman prisonnier des mâchoires d'une énorme bête. S'agit-il d'un comportement de protection lié aux captures au lasso ou de la mise en évidence d'un mode d'alimentation reposant sur le cannibalisme? Vous êtes rentré à quelle heure? Je vous ai même pas entendu revenir. 3 heures. 3 heures. Alors? On en a repris une pluie, donc on a laissé tomber là. Vous avez fait... tomber, on a repris la flotte, donc... Vous en avez capturé combien là? 13 en tout. 13. Tu veux un t-shirt de sac là? Non, c'est bon, je reste comme ça. C'est vrai? Ouais, je reste. Le cerveau de Daniel bouillonne. Cette histoire de cannibalisme le chiffonne. Il n'y croit pas, car aucune population ne peut être viable sur le long terme avec cette stratégie dans un milieu aussi restreint. Il n'a donc qu'une idée en tête, résoudre cette passionnante énigme. On est parti. La solution est certainement dissimulée dans l'eau et dans l'infiniment petit. Et ça, c'est le domaine de compétence de Daniel. Car si le caïman est bien visible, il se situe à l'extrémité terminale de la chaîne alimentaire, alors qu'à l'autre bout, il ne peut exister que le plancton, l'indispensable plancton. Donc là, on va filtrer l'eau de surface à la fois pour retenir les algues et le zooplancton, donc c'est tout ce qui est petits crustacés. Et donc on a 2 filets de taille différentes. Donc dans un des filets, on aura les individus dont la taille est supérieure à 150 micromètres. Et le filet extérieur, lui, va retenir tous les organismes, compris donc entre 150 et 40. Donc là, tu fais bien tomber au fond. Et tu surveilles que ça colmate pas trop. Voilà, le plancton là, qu'on recueille dans ces deux filtres servent à l'alimentation des poissons essentiellement. Et c'est pour le départ de la chaîne biologique. Alors, dans le marais de Caux, vu la densité de végétation, normalement les systèmes aquatiques reposent essentiellement sur les algues. Et là, la grande différence, c'est qu'il y a une couverture végétale très très importante. Donc il y a quand même beaucoup des ressources vivantes qui proviennent de la production végétale flottante. Ça, c'est une grande première. Daniel est très perplexe, il n'y comprend rien. L'eau de ce marais lui paraît décidément bien pauvre. Si encore il y avait des algues, première source alimentaire pour le zooplancton. Mais l'eau est décidément translucide. Ouais, c'est impossible. Ah si, oui. Il y a énormément d'insectes en fait. Il devra attendre les résultats de son laboratoire à Cayenne pour avoir un début de réponse.